Je m'appelle Thea Bennett. J'ai 31 ans. Il y a 3 semaines, ma mère est décédée sur une table d'opération. Elle avait mis à jour son testament 3 jours avant l'opération. Elle a laissé la maison à ma sœur, la voiture à mon frère, ses économies à notre église et à moi, une enveloppe scellée contenant une seule phrase. L'avocat l'a lue à voix haute. Mes frères et sœurs sont devenus pâles. Ma mère ne s'attendait pas à ce que je l'ouvre devant tout le monde, mais je l'ai fait. Et cette seule phrase ne m'a pas détruite comme elle l'avait prévu. Elle m'a libérée. J'ai grandi dans une maison où ma famille me traitait comme une invitée qui s'était attardée. Ma mère s'est assurée que je savais que j'étais différente. Ma sœur s'est assurée que je le ressentais. Mon frère s'est contenté de suivre. Et pendant 31 ans, j'ai accepté la place qu'il m'avait donnée dans un coin, hors champ, hors de la conversation. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 semaines en arrière. Le matin où l'avocat de ma mère a appelé. L'appel est arrivé à 9h14, un mardi. J'étais à mon bureau chez Morris & Hale Accounting, en train de rapprocher le grand livre trimestriel d'un client, quand mon téléphone a vibré. L'écran affichait Harold Marsh, avocat. J'ai décroché à la 3e sonnerie. Théa, je vous appelle au sujet de votre mère. Sa voix était mesurée, comme celle des avocats qui ont annoncé ce genre de nouvelles une centaine de fois. Constance est décédée ce matin. Complications chirurgicales. J'ai posé mon stylo. Le bureau bourdonnait autour de moi, les claviers cliquetaient, le photocopieur fonctionnait. Tout était normal. Tout continuait. Je suis désolé, a dit Harold. Merci de me l'avoir dit. Une pause. Ensuite, il y a quelque chose dont je dois discuter avec vous. Votre mère a mis à jour son testament 3 jours avant l'intervention. Il y a des éléments non conventionnels. Je vous recommande d'assister à la lecture. Non conventionnel. Le mot est resté suspendu, comme une porte entr'ouverte. Quand ai-je demandé. Mercredi prochain. Mon bureau. 10 heures. Je l'ai noté sur un post-it de la même manière que j'aurais noté un rendez-vous client. Date, heure, lieu, comme si c'était une routine. Ça ne l'était pas. La dernière fois que j'avais parlé à ma mère, c'était il y a 4 mois. Elle avait appelé pour me rappeler que le dîner d'anniversaire de Vivien était en tenue de soirée et que je ne devais pas me donner la peine de venir si j'allais encore porter cette chose grise. Je lui ai dit que je ne viendrais pas du tout. Elle a dit « Bien, une chaise de moins à se soucier ». Et c'était tout. 4 mois de silence. Puis, Harold Marsh, un mardi matin, m'annonçant qu'elle était partie. Je n'ai pas pleuré à mon bureau. Je ne suis pas partie plus tôt. J'ai terminé le grand livre, l'ai envoyé par courriel à mon responsable et suis rentrée chez moi à 17 heures comme toujours. J'avais déjà fait le deuil de ma mère des années auparavant. L'opération n'avait fait qu'officialiser la chose. Grandir dans la maison Bennett, c'était comme vivre à l'intérieur d'une photographie où quelqu'un avait effacé un visage. Viviane avait les pommettes saillantes et les cheveux auburn de ma mère. Kyle avait la mâchoire carrée et le sourire facile de Robert. Et puis, il y avait moi, aux yeux sombres, à la peau mate, avec un visage qui ne correspondait à personne de part et d'autre de l'arbre généalogique. Ma mère l'avait remarqué. Elle s'était assurée que tout le monde le remarquait aussi. « Vivien a mes yeux », disait-elle à ses amis de l'église autour d'un café dominical. Kyle a le menton de Robert. Puis, elle me jetait un coup d'œil, à 12 ans, assise là, avec un biscuit à la main, et disait « Théa, je ne sais pas d'où elle vient. » Les femmes riaient poliment. Je fixais les miettes dans mon assiette. Les photos de famille racontaient la même histoire. Viviane au centre, blonde et rayonnante. Kyle à ses côtés, la main sur son épaule. Ma mère derrière eux, les bras drapés comme une couronne. Et moi, debout sur le bord, à moitié coupée, parfois absente entièrement. Nous n'avions plus de place dans le cadre, disait ma mère. Robert, mon père, ou l'homme que je croyais être mon père, ne s'est jamais opposé. C'était un homme tranquille, gentil, mais passif. Il me décoiffait au petit déjeuner et me glissait 5 dollars supplémentaires pour mon anniversaire.
Mais il n'a jamais dit à Constance d'arrêter. Il détournait simplement le regard, comme les gens le font quand le temps est mauvais et qu'ils ne peuvent rien y changer. Il est décédé quand j'avais 23 ans. Crise cardiaque, rapide et définitive. À ses funérailles, je me tenais près du fond. Ma mère s'est penchée à l'oreille d'une amie pendant que le cercueil était encore ouvert. J'ai saisi 3 mots. Au moins, il n'a jamais su. Je n'ai pas compris à l'époque. J'ai rangé ces mots dans un endroit que je ne visitais pas souvent, mais je ne les ai jamais oubliés. Viviane avait 35 ans, était mariée à Greg Cole et vivait dans une maison que notre mère avait aidé à financer. La compte, c'était Constance. La rénovation de la cuisine, c'était Constance. La Lexus dans l'allée. Une surprise d'anniversaire de Constance. Vivien se disait qui s'était faite toute seule. Kyle avait 28 ans et n'avait pas gardé un emploi plus de 6 mois de toute sa vie d'adulte. Promeneur de chiens, aide-barman, assistant d'un agent immobilier qui l'avait licencié après 3 semaines. Malgré tout cela, notre mère payait son loyer. Depuis 3 ans. J'ai financé mes études à l'University of Georgia grâce à une bourse d'excellence et un emploi à temps partiel comme comptable dans une quincaillerie. Personne ne payait mon loyer. Personne ne s'est porté garant pour mon bail. Quand j'ai obtenu mon diplôme, la seule personne présente était la mère de ma colocataire qui m'a applaudi par pitié. Ma mère n'est pas venue. Elle a dit que le trajet était trop long. C'était 47 minutes. Alors, quand Vivien et Kyle m'appelaient la comptable, toujours avec ce petit sourire narquois, comme si compter l'argent des autres était une chose honteuse, je les laissais dire. J'avais un diplôme, 0 dette et mon propre appartement. Eux avaient la carte de crédit de ma mère et des attitudes assorties. 3 jours avant l'opération, Vivien m'a appelé. « Maman va se faire opérer du cœur. Ne viens pas. Elle ne t'a pas demandé. » Je suis restée chez moi. Ma mère est entrée. Ma mère n'est pas ressortie. Ce soir-là, Viviane a posté sur Facebook une photo de la famille dans la salle d'attente de l'hôpital. Elle, Kyle, Greg, tante Patricia, le pasteur Tom. Tous étaient rassemblés autour d'un distributeur automatique, comme s'il s'agissait d'un cierge de veillée. La légende disait « entourée des personnes qu'elle aimait le plus ». J'ai fixé cette photo pendant longtemps. Je n'y étais pas. Je n'étais jamais sur les photos. Et maintenant, je n'aurai plus jamais l'occasion d'y être. Harold a rappelé 2 jours plus tard. Cette fois, sa voix portait quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Une urgence cousue sous le professionnalisme. « Je veux m'assurer que vous comptez y assister, Théa. C'est votre droit légal. » Je sais. Je vous le recommande vivement. Vivement recommandé. Les avocats n'utilisent pas cette expression à la légère. Ils disent « vous pourriez envisager » ou « il serait peut-être judicieux ». Harold a dit « vivement recommandé », de la même manière qu'un médecin dit « vous devez venir chercher vos résultats ». J'y ai réfléchi cette nuit-là. Mon appartement était petit, une chambre, un comptoir de cuisine qui servait aussi de bureau, une fenêtre donnant sur le parking. J'avais construit cette vie pièce par pièce, sans aide, sans filet de sécurité. Assister à cette lecture signifiait revenir à l'endroit même que j'avais passé une décennie à fuir. Mais si je n'y allais pas, Viviane et Kyle contrôleraient toute l'histoire. Ils se partageraient tout ce que ma mère avait laissé, façonneraient le récit, et je serais effacée une fois de plus. Pas d'une photographie cette fois, mais d'un document légal. Le lendemain matin, au bureau, ma collègue Jenna a remarqué le post-it sur mon écran. Harold marche, mercredi, 10 heures. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. Ma mère m'a laissé quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'ai le droit d'être dans cette pièce. Jenna s'est appuyée contre la cloison du bureau. Après tout ce qu'elle a fait, tu y vas quand même? J'ai décollé le post-it de l'écran et l'ai pressé dans mon agenda. Pas pour elle, pour moi. Le mercredi est arrivé vite. J'ai repassé un chemisier bleu marine, mis la seule paire de talons que je possédais et me suis rendue en voiture au bureau d'Harold Marsh sur Main Street. Mes mains étaient fermes sur le volant. Mon estomac, lui, ne l'était pas.
Le parking comptait déjà 4 voitures. J'étais la dernière arrivée. Le bureau d'Harold se trouvait au-dessus d'une quincaillerie sur Main Street. Au 2e étage, un escalier étroit, le genre d'endroit où l'air sentait le vieux papier et le cirage pour meubles. La salle de conférence était petite, avec une table en chêne, des chaises en cuir, des diplômes encadrés au mur et des stores à moitié baissés contre le soleil du matin. Tout le monde était déjà assis. Vivian était assise à l'extrémité, les jambes croisées, vêtue de noir comme si elle avait coordonné sa tenue avec un styliste. Greg était à côté d'elle, faisant défiler son téléphone. Kyle était avachi sur la chaise du milieu, une cheville posée sur son genou, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Tante Patricia, la sœur cadette de ma mère, était assise près de la porte, serrant son sac à main des 2 mains. Le pasteur Tom Harding, de la Crestfield Community Church, était également là, un carnet en cuir ouvert devant lui, représentant l'Église en tant que bénéficiaire désigné. Et au bout de la table, Harold Marsh, aux cheveux argentés, avec des lunettes à monture métallique, une chemise cartonnée et une enveloppe scellée posée devant lui. Je suis entrée. La pièce est devenue silencieuse. Vivien a levé les yeux. « Oh, tu es venu !» Kyle a ri à moitié. Maman aurait trouvé ça drôle. Je n'ai rien dit. J'ai tiré la chaise vide, celle la plus proche de la porte, naturellement, et je me suis assise. Harold m'a fait un petit signe de tête. Tante Patricia a tendu la main et m'a serré la main sous la table. Ses doigts étaient froids. « Ta mère était une femme compliquée », a-t-elle murmuré. « Je suis désolée. » Je ne savais pas encore ce qu'elle voulait dire, mais quelque chose dans sa voix, le poids de ses mots, la façon dont elle a tenu ma main un instant de trop, m'a fait penser qu'elle ne parlait pas seulement du testament. Harold a ouvert la chemise cartonnée. Sur la table, à côté, bien en vue, l'enveloppe scellée, mon nom écrit dessus à l'encre bleue. Une écriture cursive tremblante, indubitablement la main de ma mère, pour Théa. Maintenant, je veux faire une pause ici un instant. Si vous êtes déjà entré dans une pièce où tout le monde vous regardait comme si vous n'aviez pas votre place et que vous êtes resté quand même, alors vous savez déjà ce que l'on ressentait à ce moment-là. La lecture n'avait même pas commencé et je pouvais sentir la satisfaction de ma sœur de l'autre côté de la table. Ma mère pensait avoir tout planifié à la perfection. Elle s'était trompée. Harold s'éclaircit la gorge et commença à lire. Moi, Constance Marie Bennett, saine d'esprit et de corps, déclare par la présente ceci comme mes dernières volontés et testaments, révoquant tout testament et codicile antérieur. La pièce était silencieuse, le menton de Vivien légèrement relevé, la posture de quelqu'un qui s'attend à de bonnes nouvelles. À ma fille aînée, Vivien Louise Cole, je lègue la propriété sise au 44 Maple Drive, Crestfield, Géorgie, y compris tous les meubles et accessoires beaux qui s'y trouvent. Vivien ne broncha pas. Elle le savait ou l'avait deviné. Greg posa une main sur son genou. Pas pour la réconforter, pour la féliciter. À mon fils, Kyle Robert Bennett, je lègue le pick-up Ford F-150 de 2019 et tout le contenu du garage du 44 Maple Drive. Kyle serra le poing sous la table. Le pick-up aussi? Génial. Harold continua sans lever les yeux. À l'église communautaire de Crestfield, je lègue l'intégralité de mon compte d'épargne, actuellement évalué à environ 47 000 $, à utiliser à la discrétion du conseil pastoral. Le pasteur Tom écrivit quelque chose dans son carnet. Un sourire poli, un remerciement discret à personne en particulier. Puis Harold marqua une pause. Il retira ses lunettes, les nettoya avec sa cravate et les remit. Il me regarda directement. Et à ma fille, Théa Marie Bennett, cette enveloppe à ouvrir lors de la lecture. Il souleva l'enveloppe scellée et la tendit à travers la table. La pièce s'agita. Vivien se tourna vers moi et pendant une brève seconde, son expression se fendit. Un sourire petit et acéré, comme une coupure de papier. « Eh bien, dit-elle, maman a toujours su ce que chacun de nous méritait.
Kyle se pencha en arrière. Une lettre. C'est plutôt poétique, non? Maman a toujours eu le sens du drame. Je pris l'enveloppe de la main d'Harold. Elle ne pesait rien. Tout ce que ma mère possédait, divisé en 3, et ma part tenait dans ma paume. L'enveloppe reposait dans mes mains, de couleur crème, de taille standard, scellée avec le genre d'adhésif qui jaunit avec le temps. Mon nom à l'encre bleue, penché vers la droite, fortement imprimé sur le papier. Ma mère l'avait écrit avec intention. Vivienne parla la première. « Eh bien, ouvre-la. Nous attendons tous. » Kyle sourit. C'est peut-être des excuses. Il ne le pensait pas. La pièce savait qu'il ne le pensait pas. Tante Patricia me regardait de l'autre côté de la table, ses lèvres fines. Ses yeux passaient de l'enveloppe à Harold, comme si elle se préparait à quelque chose. Harold croisa les mains. « Théa, vous n'êtes pas obligée de l'ouvrir ici. Vous pouvez la ramener chez vous et la lire en privé. » Vivien l'interrompit vivement. « Le testament de maman dit « lors de la lecture », n'est-ce pas, Harold ?» Il est dit « à ouvrir lors de la lecture », répondit Harold avec prudence. « Mais Théa a le droit de… » « Je vais l'ouvrir. » Les mots sortirent de ma bouche avant que je n'aie pleinement décidé. Mais une fois prononcés, je les pensais. Si ma mère avait quelque chose à me dire, la dernière chose qu'elle dirait jamais, je n'allais pas la lire seule dans mon appartement à minuit. J'allais la lire ici, devant les gens qu'elle aimait réellement, dans la pièce qu'elle avait conçue pour ce moment. Je glissai mon pouce sous le rabat et l'ouvris d'un coup. À l'intérieur, une seule feuille de papier blanc, pliée une fois. Je la dépliais. Une seule phrase, manuscrite, à l'encre bleue, même inclinaison, même pression. Je la lus. Mes yeux parcoururent les mots, puis revinrent au début, puis les parcoururent à nouveau. Mon visage ne changea pas. Je m'en assurais. La pièce retint son souffle. Je levai les yeux vers Harold. « Lisez-la à voix haute, s'il vous plaît. » Harold cligna des yeux. « Théa, lisez-la à voix haute. » Je tendis le papier à Harold. Il le prit, ajusta ses lunettes et lut d'abord en silence. Je le vis pâlir. Il posa le papier à plat sur la table, pressa le bout de ses doigts contre le bord et me regarda. J'acquiesçai. Harold lut. « Théa n'est pas la fille de Robert Bennett. Son père est Douglas Prescott. » Silence. 3 secondes. 5, 7. L'horloge murale derrière Harold tic-taquait assez fort pour remplir la pièce. La bouche de Vivien s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau. « Quoi ?» Kyle se leva si vite que sa chaise racla le sol. « Ce n'est pas possible. » Tante Patricia ferma les yeux et expira longuement, lentement, comme si elle avait retenu son souffle pendant des décennies. Elle ne haleta pas. Elle n'eut pas l'air confuse. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait attendu cela et le redoutait à parts égales. Le pasteur Tom posa délicatement son stylo et fixa la table. Diana, la secrétaire d'Harold, était assise dans le coin, prenant des notes. Sa main avait cessé de bouger. Elle fixait la page devant elle, son stylo suspendu au-dessus du papier. Greg se pencha en avant, la bouche ouverte, sans qu'aucun son n'en sorte. Et moi ? Je restais immobile. Mes mains étaient à plat sur la table. Ma colonne vertébrale était droite. À l'intérieur, quelque chose bougeait, tectonique, profond. Le genre de mouvement qui réorganise tout sans faire de bruit. 31 ans. Chaque fête passée à l'écart. Chaque photo dont j'avais été coupée. Chaque fois que ma mère me regardait comme si j'étais une étrangère dans sa cuisine, je savais enfin pourquoi. « C'est donc pour ça, » dis-je doucement. « C'est pour ça que je n'ai jamais trouvé ma place. » Harold remit le papier dans l'enveloppe. Ses mains n'étaient pas stables. Le visage de Vivien était devenu blanc. Kyle serrait le bord de la table, et la pièce, cette petite salle lambrissée et diplomatiquement agencée, venait de s'ouvrir en deux. Vivien se remit la première. Elle le faisait toujours. « Cela change le testament, » dit-elle. Sa voix était perçante, saccadée. « Elle n'est même pas une Bennett.
Légalement, elle ne devrait pas. Légalement, le testament reste tel qu'il a été rédigé, dit Harold. Il n'avait pas bougé de son siège. Thea est désignée comme bénéficiaire. Elle a reçu l'enveloppe. La distribution est complète. Une enveloppe? La voix de Kyle se brisa. Elle reçoit une enveloppe et vous appelez cela une distribution? C'est ce que votre mère a spécifié. Vivien se tourna vers moi, la mâchoire serrée. Tu comprends ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Maman a mis ça là-dedans pour te dire que tu n'as pas ta place ici. Tu n'as jamais fait partie des nôtres. Je laissais la phrase atterrir. Je la laissais planer dans l'air pour que tout le monde l'entende. Puis je parlais. Peut-être que oui, ou peut-être qu'elle m'a juste donné quelque chose que personne d'entre vous n'a eu. Quoi? La lèvre de Vivien se retroussa. Un scandale. La vérité. Harold s'éclaircit la gorge. La pièce se tourna de nouveau vers lui. Il retira de nouveau ses lunettes, se pinça l'arête du nez et parla avec une délibération qui signifiait que chaque mot était choisi. Je dois noter, pour le procès-verbal et pour toutes les personnes présentes, que Douglas Prescott était un juge de circuit dans ce comté. Il est décédé il y a 2 ans. L'atmosphère changea. Je le sentis. Viviane le sentit. Tout le monde le sentit. Le nom de Prescott à Crestfield avait du poids. Un poids réel. Le palais de justice portait sa plaque. Le fonds de bourse d'études du lycée portait son nom. Sa nécrologie avait paru en première page du journal du comté. L'expression de Vivien passa de la colère à quelque chose de plus froid. De la ruse. Kyle s'assit lentement. Greg murmura quelque chose à Vivien. Elle secoua la tête. Je ramassai l'enveloppe sur la table et la plaçai dans mon sac. Mes mains étaient stables maintenant. « Tu as eu la maison, dis-je à Vivien. Tu as eu la voiture, dis-je à Kyle. J'ai eu la vérité. Voyons lequel compte le plus. Les gens sortirent en silence. Vivien partit la première, ses talons claquant rapidement dans les escaliers. Greg la suivait, son téléphone déjà à l'oreille. Kyle s'attarda dans le couloir, les mains dans les poches, fixant le vide. Tante Patricia me toucha le coude en passant et ne dit rien. Elle se contenta de serrer les lèvres et de sortir. Le pasteur Tom s'arrêta à la porte. « Je prierai pour ta famille, Théa. »« Merci, pasteur. » Puis il n'y eut plus que moi et Harold. Il attendit que la porte du rez-de-chaussée se ferme. Puis il ferma la porte de la salle de conférence, se rassit et croisa les mains sur la table. « Théa, j'ai besoin de te dire quelque chose. Non pas en tant qu'avocat de ta mère, mais en tant que personne qui connaît le paysage juridique de ce comté. » Je me rassieds. Le juge Douglas Prescott a créé une fiducie avant de décéder, dit Harold. Une partie de celle-ci comprenait une disposition pour un enfant biologique dont il croyait l'existence, mais qu'il n'avait jamais pu identifier ou localiser. La phrase resta suspendue entre nous. « Comment savez-vous cela ?» demandai-je. Son avocat successoral, un homme nommé James Whitfield, m'a contacté il y a 2 ans. Il m'a demandé si je savais quelque chose sur un enfant potentiel lié à la famille Bennett. Harold marqua une pause. À l'époque, non. Je n'avais aucune raison de penser. Et maintenant, oui. Maintenant, oui. Je baissai les yeux vers l'enveloppe dans mon sac. Une seule phrase que ma mère avait écrite pour me blesser, pour m'exiler de la seule famille que j'ai jamais connue. Elle l'avait conçue comme un coup final, une punition posthume infligée en public. Mais Harold était assis en face de moi, avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage de personne de ma vie. C'était le regard de quelqu'un qui vous tend une clé. « Votre mère a voulu que cette lettre soit une arme, » dit-il. « Elle vous a peut-être juste tendu une porte. » Cette nuit-là, je m'assis à mon comptoir de cuisine, mon ordinateur portable ouvert, et tapais 2 mots dans la barre de recherche. Douglas Prescott. Les résultats remplirent à l'écran. 30 ans au siège de la cour de circuit. Une réputation d'équité, ferme mais humain. Le genre de juge que les avocats respectaient même lorsqu'ils statuaient contre eux. Nommé par le gouverneur,
Reconfirmé 2 fois, il avait pris sa retraite 5 ans avant sa mort. Son épouse, Catherine, était décédée quand il avait 52 ans. Cancer, il ne s'était jamais remarié. Il avait une fille, Margaret Prescott Hale. Maggie l'appelait les articles. Institutrice à la retraite, elle vivait toujours sur la propriété familiale, en dehors de Crestfield. Je fis défiler les images. Cérémonie au palais de justice, événement caritatif, un portrait dans le journal du comté datant d'il y a 8 ans. Il y avait une citation qui me glaça le sang. Un intervieweur avait interrogé Prescott sur ses regrets. Il avait dit « Mon seul regret, ce sont les gens que je n'ai pas pu atteindre à temps. » Je fixai cette ligne jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Puis, je fis apparaître sa photo. Un portrait officiel de sa dernière année au siège. Cheveux gris, mâchoire forte, yeux sombres. Je zoomais. Ses yeux étaient mes yeux. La même teinte, la même légère inclinaison vers le bas aux coins extérieurs. Son nez, mon nez, la même arête étroite. J'avais passé 31 ans dans une famille où je ne ressemblais à personne. Et ici, sur un site web du gouvernement du comté, dans un portrait d'un juge décédé que je n'avais jamais rencontré, je vis enfin mon propre visage. Il avait été à 50 minutes de moi toute ma vie. Le même comté, la même épicerie, probablement le même défilé du 4 juillet dans la rue principale. 50 minutes, et 30 et 1 an. Je fermais l'ordinateur portable, posais mes paumes à plat sur le comptoir, respirais. Ma mère ne m'avait pas seulement caché la vérité, elle m'avait caché de lui. Vivien appela le lendemain matin. Pas de politesse. J'espère que tu ne vas pas donner suite à ça. Maman était malade. Elle a écrit des bêtises. Elle l'a écrit 3 jours avant l'opération. Je répondis qu'elle était assez lucide pour mettre à jour tout son testament. Un testament est une chose. Une accusation griffonnée en est une autre. Ce n'est pas une accusation, Vivien. C'est une confession. Silence. Puis, tu ne peux pas utiliser la lettre d'une femme morte pour courir après l'argent de quelqu'un d'autre. Je n'ai rien couru après, mais je ne ferai pas semblant de ne pas avoir lu ce qu'elle a écrit. La respiration de Vivien devint sifflante. Tu as toujours fait ça. Toujours trouvé un moyen de te faire passer pour la victime. Je ne suis pas une victime. Je suis juste informée maintenant. Il y a une différence. Elle raccrocha. 21 minutes plus tard, Kyle envoya 3 messages d'affilée. Si tu t'en prends à l'argent des Prescott, nous contesterons tout le testament. Tu n'auras pas l'enveloppe non plus. Réfléchis bien à ce que tu fais. Je fis des captures d'écran des messages. Je les sauvegardais. Non pas à des fins légales, mais juste comme un enregistrement. Un rappel de la rapidité avec laquelle la loyauté familiale s'évapore lorsque l'héritage de quelqu'un est en jeu. Cet après-midi-là, Greg appela le bureau d'Harold. Je le sais parce qu'Harold me le raconta plus tard. Greg avait crié « Votre cliente déstabilise cette famille ». La réponse d'Harold, selon son propre récit, fut calme. « Ma cliente est la succession de Constance Bennett. Les 3 enfants sont bénéficiaires. Je représente la succession. Je suggérerais à chacun de prendre un avocat distinct à l'avenir. » En soirée, Vivien avait de nouveau publié sur Facebook. Pas à mon sujet spécifiquement, elle était trop stratégique pour cela. Juste une citation vague et ciblée. Quand quelqu'un se présente pour prendre ce qui ne lui appartient pas, rappelez-vous qui était vraiment là. 43 mentions, j'aime, en 1 heure. Puis, juste avant minuit, Vivien appela une fois de plus. Cette fois, sa voix était glaciale. Nous ferons en sorte que tout le monde sache ce que maman a écrit à ton sujet. Toute la ville. Je répondis. Tu ne peux pas faire en sorte que cette cloche ne sonne pas, Vivien. Elle sonne déjà. Les funérailles eurent lieu un samedi à l'église communautaire de Crestfield. Des murs blanchis à la chaux, des vitraux, un orgue à tuyaux qui sifflait sur les notes aiguës. 80, peut-être 90 personnes remplissaient les bancs. Des voisins, des membres de l'église, des femmes du club de lecture de Constance, des hommes qui avaient connu Robert. Vivien avait tout organisé, les fleurs, le programme, le diaporama,
qui tournait en boucle sur un écran à côté du cercueil. Des photos d'enfance, de vacances, de pique-niques d'église. Pas une seule image ne m'incluait. Elle prononça l'éloge funèbre depuis la chair, les mains jointes, la voix tremblante, au moment précis. Maman était une mère dévouée. À moi, à Kyle. Elle nous a tout donné. Sa maison, son temps, son cœur, 2 enfants. Elle en mentionna 2. J'étais assise au 4e rang. Je ne réagis pas. Je n'en avais pas besoin. Tout le monde dans cette église savait compter. Quand l'éloge funèbre se termina, je me levai pour déposer mes fleurs sur le cercueil. Des lys blancs. Simples. J'avançai, les posai à côté du bouquet et me retournai pour regagner ma place. Vivien me retint le bras au passage. Elle se pencha assez près pour que les 3 premiers rangs puissent t'entendre. « Tu ne devrais pas être ici. Tu n'es pas de la famille. Maman l'a bien fait comprendre. » Je retirai mon bras doucement, sans me presser. Les murmures commencèrent avant que j'atteigne mon banc. Kyle se tenait près de la sortie, les bras croisés. Un front uni. Le pasteur Tom observait depuis la porte latérale. Il semblait peiné. Il n'intervint pas. Et au dernier rang, presque cachée, presque ignorée, une femme âgée que je reconnaissais, mais à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ruth Callaway, voisine de longue date, amie de ma mère. Ruth avait entendu Vivien. Ses yeux étaient grands ouverts, ses mains serraient le livre de cantiques sur ses genoux. Elle savait quelque chose. Je pouvais le voir. Mais ce n'était pas le jour. Crestfield est le genre de ville où les nouvelles ne voyagent pas. Elles migrent. Dès lundi, tout le comté savait. La fille du milieu de Constance Bennett n'était pas celle de Robert. Son vrai père était le juge Douglas Prescott. La lettre le disait. L'avocat l'avait lue à voix haute. Je le sentais partout. À l'épicerie, la caissière retint mon regard un instant de trop. À la station-service, une femme que je reconnaissais vaguement me sourit avec une chaleur exagérée, comme le font les gens quand ils veulent que vous sachiez qu'ils sont au courant. Au travail, Jenna posa un café sur mon bureau, sans un mot. Mon manager, Paul, passa et dit « Les portes sont ouvertes, si tu en as besoin. » Il n'avait jamais dit ça auparavant. La publication Facebook de Vivien circulait. Des captures d'écran de sa citation vague mais ciblée avaient atterri dans des discussions de groupe à travers le comté. Quand quelqu'un se présente pour prendre ce qui n'est pas à lui, les gens faisèrent le lien. Je ne répondis pas, ne publiais pas, n'expliquais pas. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je lus davantage sur Douglas Prescott. Puis Harold appela Théa. L'avocat de la succession Prescott, James Whitfield, voulait la rencontrer. Il la cherchait, ou plutôt la personne que sa mère avait décrite, depuis 2 ans. Pourquoi 2 ans? C'est le temps qui s'était écoulé depuis le décès du juge. La fiducie contenait une clause qui attendait d'être activée. Whitfield m'avait contacté à l'époque, mais je n'avais aucune piste. Harold marqua une pause. La lettre de votre mère a assemblé la dernière pièce du puzzle. Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone pressé contre mon oreille, fixant l'enveloppe sur mon comptoir, ce rectangle couleur crème avec mon nom écrit à l'encre bleue. Ma mère l'avait conçu comme un clou dans mon cercueil. Un dernier coup porté d'outre-tombe. Au lieu de cela, elle se transformait en feuille de route. Je le rencontrerai, dis-je. Quand? Vivien et Greg se présentèrent à mon appartement le jeudi soir. Pas d'appel téléphonique, pas d'avertissement, juste un coup à la porte à 19h et eux deux, debout sur mon seuil comme des huissiers. Vivien tenait un dossier en papier Kraft. Greg se tenait derrière elle, les bras croisés, faisant de son mieux pour impressionner par son autorité. « Nous devons parler, » dit Vivien. Je ne les avais pas invités à entrer. Ils entrèrent quand même. Vivien ouvrit le dossier sur le comptoir de ma cuisine et en sortit une seule page dactylographiée. « Signe ceci. » Je la pris. Le langage était juridique, mais elle n'avait pas été rédigée par un avocat. Je pouvais le dire. Trop d'erreurs de formatage, trop d'émotions,
déguisé en jargon juridique. Le document stipulait que moi, Thea Marie Bennett, reconnaissais ne pas être la fille biologique de Robert James Bennett et que je renonçais à toute revendication actuelle ou future sur la succession Bennett. Puis j'atteignis la clause finale. Elle me demandait de renoncer à toute association avec le nom de famille Bennett. Je la lus 2 fois. « Vous voulez que je renonce à mon nom de famille ?» La mâchoire de Vivian se crispa. « Il n'a jamais vraiment été le tien, » ajouta Greg. « Viviane a raison. Cela clarifie les choses pour tout le monde. » Je reposai le papier sur le comptoir. « Vous êtes venu chez moi sans y être invité pour me demander de m'effacer. » Je regardai Vivian. « La réponse est non. » « Théa, la porte est derrière toi. » Le visage de Vivian devint rouge. Elle arracha le papier et le repoussa dans le dossier. Greg se tournait déjà vers la porte, mais Vivian s'arrêta sur le seuil. Elle ne se retourna pas. Elle parla simplement au couloir. « Si tu ne signes pas, je m'assurerai que tout le comté sache que tu cours après l'argent d'un juge mort. Je te ferai passer exactement pour ce que tu es. » Je fermai la porte, la verrouillai et m'appuyai contre elle. Mes mains tremblaient un peu, mais ma réponse, elle, ne vacillait pas. Le bureau de James Whitfield se trouvait au 2e étage du Prescott Professional Building, un nom devant lequel j'étais passé 100 fois, sans jamais en saisir la signification. Façade en briques, lettres en laiton, un parking ombragé par des magnolias. Le bureau était plus grand que celui d'Harold, et plus chaleureux aussi. Des bibliothèques encastrées, des meubles en cuir, un portrait encadré du juge Prescott sur le mur derrière le bureau. Je me tins devant lui un long moment avant que Whitfield n'entre. « Vous lui ressemblez, » dit Whitfield depuis l'embrasure de la porte. Il avait la soixantaine, une barbe argentée, des lunettes de lecture accrochées à une chaîne et un regard particulièrement vif. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre. Il ouvrit un dossier. Le juge Prescott avait établi une fiducie 3 ans avant sa mort. Elle comprenait une clause pour tout enfant biologique confirmé par un test ADN. Whitfield marqua une pause. Il m'a dit ces mots exacts. « Si jamais elle refait surface, assurez-vous qu'elle sache que je l'ai cherchée. » Ma gorge se serra. Il savait pour moi. Il savait que votre mère avait eu un enfant. Il ne connaissait pas votre nom. Il ne savait pas où vous étiez. Whitfield posa ses lunettes. Il a essayé. Il a contacté des intermédiaires. Il a payé un enquêteur pendant 6 mois. Votre mère a bloqué toutes les tentatives. Elle a changé de numéro de téléphone 2 fois, déménagé de paroisse. Je regardais le portrait sur le mur, des yeux sombres, les mêmes que les miens. Elle lui a demandé de quitter sa femme, continua Whitfield doucement. Votre mère ? Je veux dire, elle lui a demandé de quitter Catherine. Il a refusé. Il m'a dit un jour, « Elle ne m'a jamais pardonné d'avoir choisi ma famille, et elle s'est assurée que je ne retrouverai jamais ma fille à cause de cela. » Mes mains reposaient sur mes genoux. Elles n'étaient pas immobiles. « Il y a encore une chose, » dit Whitfield. « Sa fille, Margaret Maggie, elle veut vous rencontrer. Elle espérait que ce jour viendrait. » Dehors, par la fenêtre, un cardinal se posa sur la branche de magnolia, rouge sur vert, éclatant et impossible à manquer, comme une vérité qui avait toujours été là. Cette révélation que James Whitfield venait de me faire, « Si jamais elle refait surface, assurez-vous qu'elle sache que je l'ai cherchée », me frappa en un endroit que je ne savais plus capable de souffrir. Un père que je n'avais jamais rencontré m'avait cherché, tandis que la mère qui m'avait élevée me cachait. Il me restait à découvrir ce qu'il en était du test ADN. Le test ADN prit 10 jours. 10 jours à aller au travail, à équilibrer les comptes, à déjeuner à mon bureau et à faire semblant que le monde ne se réorganisait pas sous mes pieds. Whitfield organisa le test par l'intermédiaire d'un laboratoire certifié. Il compara mon échantillon aux dossiers médicaux du juge Prescott, un bilan génétique de routine datant de 5 ans avant son décès. Un mercredi après-midi, mon téléphone sonna. 99,98% de correspondance. « Vous êtes la fille biologique de Douglas Alan Prescott, » dit Whitfield.
J'étais assise dans ma voiture sur le parking devant Morrison Hale. Le moteur était éteint. Les vitres étaient relevées. Je pressais le téléphone contre mon oreille et écoutais Whitfield expliquer la suite. La clause fiduciaire s'activait dès confirmation de la filiation biologique. Elle comprenait une parcelle de terres agricoles de 40 acres située du côté est du comté, actuellement louée à une coopérative agricole locale, générant environ 28 000 $ par an. Un compte d'investissement évalué à environ 340 000 $ et l'accès au cottage d'invités sur la propriété du domaine Prescott. La valeur totale de la clause s'élevait à environ 620 000 $. Je fis le calcul involontairement. C'est ce que font les comptables. L'intégralité du patrimoine de ma mère, la maison, le camion, l'épargne, valait environ 180 000 $ avant la saisie, 620 000 $. Ma mère pensait ne rien m'avoir laissé. Elle m'avait laissé la seule phrase qui débloquait tout. « Il y a autre chose », dit Whitfield. « Maggie vous a invité au domaine ce samedi. Elle veut vous montrer le cottage et le bureau de votre père. Votre père. 2 mots que je n'avais jamais entendu prononcer à mon égard auparavant. Pas comme ça, pas dans le sens de quelqu'un qui me voulait vraiment. Je restais assise sur ce parking pendant 20 minutes après la fin de l'appel. Je ne conduisis pas. Je ne pleurais pas. Je me contentais de respirer. Le domaine Prescott se trouvait au bout d'un chemin de gravier bordé de pacaniers. Une ferme de 2 étages avec un bardage blanc, un porche enveloppant agrémenté de chaises à bascule et de fougères suspendues. Au-delà, les champs s'étendaient à plat, dorés sous le ciel d'octobre. Maggie Prescott Hale attendait sur le porche. Âgée de 60 ans, les cheveux argentés tirés en une tresse lâche, les épaules larges, les mains robustes, une posture d'enseignante, droite, patiente, prête. Elle me vit avant que j'atteigne les marches. « Je vous aurais reconnu n'importe où, » dit-elle. « Vous avez ses yeux. » Je m'arrêtai au bas de l'escalier. Je n'avais pas de mots. Elle ne les attendit pas. Elle descendit, prit mes 2 mains dans les siennes et les tint. « Bienvenue à la maison, Théa. Je suis désolée que cela ait pris si longtemps. » Elle me guida à l'intérieur, à travers un couloir au plancher grinçant et aux photos de famille, le genre d'endroit où je n'avais jamais été, à travers une cuisine qui sentait le café et quelque chose qui cuisait, jusqu'à un bureau à l'arrière de la maison. Le bureau du juge Prescott, bois sombre, livre du sol au plafond, un bureau avec une lampe verte, et sur ce bureau, dans un simple cadre argenté, une photographie. Une petite fille de 5 ans, cheveux bruns, yeux sombres, un sourire édenté. Moi. Il l'avait gardée là pendant des années. Maggie dit que quelqu'un la lui avait envoyée. Il ne m'a jamais dit qui. Il vous appelait juste « celle que je n'ai pas pu trouver ». Je pris le cadre. Mes mains tremblaient. « Il parlait de vous », dit doucement Maggie. « Il disait que votre mère allait bien. » Il avait des mots plus gentils que je n'en aurais eu. Elle marqua une pause. « Papa m'a dit un jour qu'elle m'avait demandé de quitter Catherine. Je n'ai pas pu, et elle ne me l'a jamais pardonné. Il ne savait pas qu'elle punirait un enfant pour cela. » Je tenais la photographie, la petite fille de 5 ans, souriante. 31 ans plus tard, debout dans son bureau, je compris enfin d'où je venais. La nouvelle frappa Crestfield comme un arbre qui tombe. Lentement d'abord, puis tout d'un coup. Thea Bennett, fille biologique confirmée du juge Douglas Prescott, bénéficiaire de la fiducie familiale Prescott. 620 000 $. L'appel de Vivien à Harold dura 11 minutes. Je le sais parce que Harold me l'a dit. « C'est une fraude, » dit-elle. Maman délirait. Cette lettre ne signifie rien. La réponse d'Harold fut la même que celle qu'il avait donnée dans la salle de conférence. Mesurée, inébranlable. La lettre avait été écrite par une adulte compétente 3 jours avant une chirurgie planifiée. J'ai été témoin de la signature du testament. L'ADN confirme le contenu de la lettre. Il n'y a aucune base pour une allégation de fraude. Viviane raccrocha. Kyle m'appela ce soir-là.
Il ne cria pas. Il semblait juste vidé. « Alors, tu es une Prescott maintenant? Félicitations. Ça doit être agréable de toucher de l'argent que tu n'as pas gagné. » « Je n'ai pas non plus gagné l'amour de maman, dis-je. Mais cela ne t'a pas empêché de prendre ce qu'elle t'a donné. » Silence. Un long silence. Il raccrocha sans dire au revoir. Le lendemain matin, Vivien appela tante Patricia. J'en entendis parler de seconde main. Patricia me le raconta des semaines plus tard. Vivien exigea que Patricia témoigne que Constance avait été confuse lorsqu'elle avait écrit l'enveloppe, qu'elle était sous médication et que la lettre était le produit d'un esprit en détérioration. La réponse de Patricia fut brève. « Bouh, votre mère était beaucoup de choses. Confuse n'en a jamais été une. » Vivien raccrocha brutalement. Dès le vendredi, Greg déposa une contestation légale du testament de Constance. L'allégation: influence indue et incapacité mentale. L'argument selon lequel quelqu'un, non nommé mais me désignant clairement, avait manipulé une femme mourante pour qu'elle écrive une confession fabriquée. La contestation fut déposée dans le même palais de justice, où le juge Douglas Prescott avait servi pendant 30 ans. L'ironie s'écrivait d'elle-même. Vivien vint à mon appartement une dernière fois, seule. Pas de dossier, pas de Greg, juste elle, vêtue d'un cardigan noir et avec de l'eyeliner estompé, debout sur le seuil de ma porte, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. « Tu es en train de déchirer cette famille, » dit-elle. « Quelle famille ?» Je reculai, mais ne l'invitai pas à entrer. « Celle où maman m'a effacé des photos? Celle où tu m'as dit de ne pas venir à l'hôpital ?» La bouche de Vivien s'ouvrit, puis se referma. Elle regarda le sol. Elle nous protégeait de quoi? De la vérité. Je gardai ma voix basse et égale. « Maman a passé 30 ans à se protéger et tu l'as aidée. » Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Il y a une différence. Vivien se tenait sur le pas de la porte. Sa lèvre trembla. Un instant, juste un éclair, je vis quelque chose sous l'armure. La peur. Une peur authentique, sans phare. Elle n'avait pas peur de moi. Elle avait peur de ce à quoi ressemblait sa vie, maintenant que le tableau d'affichage avait basculé. « Je suis ta sœur, » dit-elle. « Tu m'as dit que je n'étais pas à l'enterrement de maman, devant 80 personnes. Tu as dit, et je cite, que tu n'étais pas de la famille. » Vivien s'essuya les yeux. J'étais bouleversée. « Tu étais claire. » Silence. 10 secondes. 20. Elle se retourna et se dirigea vers l'escalier. Pas d'argument, pas de porte qui claque. Elle se contenta de refermer la porte, doucement, silencieusement, et disparut. D'une certaine manière, cette fermeture douce était pire qu'un claquement. Je verrouillai la porte, m'adossai au comptoir. L'appartement était silencieux, le même silence dans lequel j'avais vécu pendant des années. De petites pièces, aucune photo de famille sur les murs, une vie entièrement construite selon mes propres termes. Mais ce soir, c'était différent. Le silence n'était pas de la solitude. C'était un choix. « Tu as tracé la ligne, Vivien, » dis-je à la pièce vide. « Je me tiens juste du côté où tu m'as mise. » L'audience dura 40 minutes. L'avocat de Greg, un jeune homme du comté voisin qui avait manifestement pris l'affaire pour les honoraires et non pour le fond, présenta l'argument. Constance Bennett était âgée, se préparait à une intervention chirurgicale et émotionnellement vulnérable. La lettre scellée était le produit d'une confusion ou d'une contrainte. Le testament devait être réexaminé. Harold se leva et le démantela en moins de 10 minutes. Constance Bennett avait 63 ans. Elle s'était rendue elle-même à mon bureau. Elle avait examiné chaque clause du testament, posé 2 questions de clarification et signé en présence de 2 témoins, moi-même et ma secrétaire, Diana Wells. Elle avait ajouté l'enveloppe scellée comme un addendum personnel et spécifié de sa propre écriture qu'elle devait être ouverte lors de la lecture. Il marqua une pause. De plus, la demande d'influence indue du requérant ne nomme aucun influenceur. Thea Bennett n'avait pas parlé à sa mère pendant les 4 mois précédant son décès. Elle n'avait pas connaissance de l'existence de l'enveloppe avant la lecture.
Elle ne l'avait pas demandée. Elle ne l'avait pas rédigée. Elle l'avait simplement ouverte. La juge, une femme nommée Torres, qui avait siégé aux côtés de Prescott des années auparavant, examina les documents. Elle regarda l'avocat de Greg. Elle regarda Harold. Qui? Il n'y a aucune preuve d'influence indue, aucune preuve de capacité diminuée. Le testament est maintenu tel qu'il a été rédigé. L'avocat de Greg ramassa rapidement ses papiers. Greg se leva, le visage rouge, et commença à parler fort dans le couloir. Vivien le tira par le bras, vers la sortie. Kyle était assis au dernier rang. Il n'avait pas dit un mot de toute l'audience. Alors que je sortais, il croisa mon regard juste une seconde. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la pitié. C'était le regard de quelqu'un qui voyait clairement, pour la première fois, et n'aimait pas ce qu'il voyait. 2 jours plus tard, Kyle m'envoya un message. Une seule ligne. Je ne savais pas pour la lettre. Je ne savais rien de tout ça. La signature eut lieu au bureau de Whitfield un mardi matin. La lumière du soleil filtrait à travers les stores en rayures dorées. Maggie était assise à côté de moi. Whitfield était assis en face. Une pile de documents s'étalait sur le bureau comme une main de cartes. « Ceci transfère la clause de fiducie à votre nom », dit Whitfield. 40 acres de terres agricoles louées, un compte d'investissement actuellement évalué à 341 000 $ et le cottage d'amis sur le domaine Prescott avec des droits de résidence à vie. Je signais chaque page avec soin, comme je signerais la déclaration de revenus d'un client parce que c'était ce que je connaissais, les chiffres, les documents, le langage des choses réelles et enregistrées. Maggie signa en tant que témoin. Elle posa son stylo et plaça sa main sur mon bras. « Papa aurait voulu que tu saches que ce n'est pas de la charité. C'est ce qui t'a toujours appartenu. » Je regardais les chiffres. 620 000. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu en un seul endroit. Plus que l'intégralité de la succession de ma mère, plusieurs fois. Vivien hérita d'une maison avec une hypothèque de 65 000 $. Kyle hérita d'un camion d'une valeur de 8 000 $ un bon jour. Et les 47 000 $ d'économie allèrent à l'église. Ma mère divisa sa vie en morceaux et donna les plus grands aux enfants qu'elle aimait. À moi, elle donna une seule phrase conçue pour m'exiler. Au lieu de cela, elle m'amena ici, à signer des papiers dans un bureau ensoleillé avec une sœur que je n'avais jamais connue et un nom de famille que je commençais tout juste à comprendre. Whitfield tendit la main. « Félicitations, Théa. » Je la serrai. « Merci. » Maggie me serra dans ses bras à la porte. « Il a construit ce cottage pour quelqu'un, dit-elle. Je me suis toujours demandé pour qui. Je pense que c'était pour toi. » Je signai mon nom 31 fois ce matin-là. Chaque fois que j'écrivais Théa Bennett, je gagnais ce nom. Chaque année de celui-ci. Vivien apprit l'existence de l'hypothèque un mercredi. Vivien était allé à la banque pour refinancer la maison, planifiant des rénovations, choisissant déjà les plans de travail, quand l'agent de crédit lui tendit un relevé imprimé avec un chiffre qu'elle ne reconnaissait pas. 65 000 $. Une deuxième hypothèque que Constance avait contractée 4 ans auparavant pour couvrir des factures médicales croissantes. La maison du 44 Maple Drive n'était pas un cadeau. C'était une dette enveloppée dans un acte de propriété. Le camion de Kyle n'était guère mieux. Un F-150 de 2019 avec 121 000 km au compteur, une transmission qui gémissait dans les côtes et une valeur de revente qui ne couvrirait pas 6 mois de loyer. Il la prit lorsque le mécanicien lui demanda 2 200 $ pour les réparations et lui dit « Honnêtement, je le vendrai. » Et les 47 000 $ d'économie, le seul actif liquide, était déjà à l'église, affecté, disparu. Vivien appela Harold. Je n'entendis pas l'appel directement, mais Harold m'en raconta les grandes lignes. « Elle nous a laissé des miettes, » dit Vivien. Elle pleurait. « Elle a tout laissé à Théa. » La réponse d'Harold, telle qu'il me la rapporta, fut la phrase la plus mesurée que j'ai jamais entendue de la part d'un avocat. « Elle vous a laissé ce qu'elle avait. Elle a laissé un secret à Théa. »
Le secret eut des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. « Ce n'est pas juste, » dit Vivien. Harold marqua une pause. « Non, ça ne l'est pas. » Il n'était pas d'accord avec Vivien. Il énonçait un fait concernant la situation entière, chaque partie de celle-ci depuis le début. Rien de tout cela n'était juste. Ni pour Vivien, ni pour Kyle, ni pour moi. Et certainement pas pour l'homme qui passa 20 ans à essayer de retrouver sa fille pendant que son amante la cachait à 50 minutes de là. Ma mère était une stratège. Elle alloua ses biens comme des armes, visant précisément les personnes qu'elle voulait récompenser et celles qu'elle voulait détruire. Elle n'avait simplement pas prévu que la vérité aurait une valeur supérieure à celle de la maison. Kyle m'envoya un message un samedi matin. « On peut se voir, juste nous deux. » Nous nous assîmes sur une banquette au Deckers Diner, sur la route 9, à mi-chemin entre mon appartement et l'atelier de réparation automobile où il venait de commencer à travailler. Il commanda un café noir. Je commandai la même chose. Aucun de nous deux n'y toucha pendant un moment. J'étais toujours celui qui suivait, dit-il. Il fixa la table. Maman me disait quoi penser. Vivien me disait quoi faire. Je ne remettais rien en question. Et là, il leva les yeux. Maintenant, je possède un camion qui a besoin d'une nouvelle transmission et une sœur à qui je n'ai jamais vraiment parlé. C'était la chose la plus honnête que Kyle m'ait jamais dite. Peut-être la chose la plus honnête qu'il ait jamais dite à qui que ce soit. « Je ne demande pas d'argent, » dit-il rapidement. « Je veux être clair là-dessus. Je sais. Je demande s'il y a encore une porte ouverte. » J'enroulai mes mains autour de la tasse. Le café était tiède. Le restaurant était presque vide. Juste nous et un couple dans le coin partageant une assiette d'œufs. La porte n'a jamais été fermée à clé. Kyle, tu n'as juste jamais frappé. Il hocha lentement la tête comme s'il l'assimilait. Puis il dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Maman avait un journal, un carnet relié en cuir qu'elle gardait dans le grenier de Maple Drive. Je l'ai vu une fois quand je l'aidais à déménager des cartons. Elle l'arracha de mes mains avant que je puisse lire quoi que ce soit. Il marqua une pause. Vivien n'est pas au courant. Un journal écrit de la propre main de Constance, rangé dans le grenier de la maison que Vivien venait d'hériter. « Pourquoi me dis-tu cela ?» demandai-je. Kyle prit son café, en but une gorgée, le reposa. « Parce que quoi que maman ait écrit dans ce truc, je pense que tu mérites de le savoir plus que quiconque. » Kyle avait gardé une clé de la maison. Il appela d'abord pour vérifier que Vivien était sorti. Nous entrâmes par la porte de derrière. La maison sentait la même chose, un désodorisant à la lavande et quelque chose de rance en dessous. L'odeur d'un endroit qui avait cessé d'être habité et était simplement possédé. Le grenier était étroit, couvert de toiles d'araignée, encombré de cartons étiquetés de l'écriture de Constance, des décorations de Noël, les vêtements de Robert, des dossiers fiscaux de 2004 à 2012. Derrière une pile de vieilles courtes pointes, sur une étagère au-dessus du chauffe-eau, nous le trouvâmes. Un journal relié en cuir, marron foncé, aux bords lisses et usés, sans titre, sans étiquette, juste des pages et des années. Je m'assis sur le sol du grenier et l'ouvris. La première entrée datait d'il y a 32 ans. Douglas dit qu'il ne quitterait pas Catherine. Je suppliais. Il dit qu'il tenait à moi, mais que sa famille passait avant tout. Je n'étais pas sa famille. J'étais son erreur. Je tournai la page. Je suis enceinte. Je lui ai dit qu'il voulait faire partie de la vie du bébé. J'ai dit « Non. Si je ne peux pas l'avoir, il ne l'aura pas non plus. C'est juste. » Le mot « juste » était souligné 2 fois. Plus loin, une entrée datant de mes 10 ans. Elle sourit comme lui. Exactement ce même demi-sourire. Je veux détourner le regard à chaque fois. Après la mort de Robert, Douglas rappela. Son avocat appela. Je raccrochai les 2 fois. Théa ne saura jamais. Après la mort de Douglas, il est parti, et je ne ressens rien. Puis, d'une écriture plus petite, serrée dans la marge. C'est un mensonge. Je ressens tout. Je déteste ressentir encore tout. Et la dernière entrée, une semaine avant l'opération.
L'enveloppe lui dira la vérité, qu'elle porte son nom, qu'elle découvre que l'homme dont elle est issue a choisi sa vraie famille plutôt que la sienne, plutôt que la mienne, qu'elle sache ce que cela fait. Je fermai le journal. Elle ne me haïssait pas parce que j'étais différente. Elle me haïssait parce que j'étais la sienne. Tante Patricia vint au chalet un dimanche. Maggie avait préparé le thé sur le porche, du thé sucré et un pichet en verre, le genre dont la condensation ruisselait sur les parois. Patricia était assise dans le fauteuil à bascule, les mains serrées sur ses genoux, ressemblant à une femme qui avait répété une confession, mais n'était pas encore prête. « Je savais, dit-elle, pas tout, mais assez. » J'attendis. Ta mère me l'a dit une fois, à Thanksgiving, il y a peut-être 15 ans. Elle avait bu 3 verres de vin et elle s'est penchée pendant la vaisselle pour dire « Théa n'est pas la fille de Robert. » Juste comme ça. Puis elle a ouvert le robinet et a commencé à frotter un plat à gratin comme si elle n'avait rien dit du tout. « Que fîtes-vous » demandai-je. J'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Patricia regarda ses mains. J'avais peur d'elle. Tout le monde en avait peur. Elle prit une inspiration. Mais j'ai fait une chose. Quand l'avocat de Douglas a commencé à chercher il y a 2 ans, après le décès du juge, je lui ai envoyé une photographie. Ta photo d'école de 2e année. Je l'ai postée au bureau de Whitfield dans une enveloppe simple, sans adresse d'expéditeur. La photographie sur le bureau de Prescott. La petite fille de 5 ans au sourire édenté. « C'était de vous ?» dis-je. Patricia hocha la tête, les yeux embués. J'aurais dû faire plus. Je le sais. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû le dire directement à Douglas. Mais ta mère, Constance, si elle l'avait découvert, elle aurait... Je sais ce qu'elle aurait fait. Je ne pouvais pas faire plus. Je ne le pouvais tout simplement pas. Je tendis la main et pris la sienne. Elle tremblait. Vous en avez fait assez, dis-je. Cela l'a atteint. Patricia pressa un mouchoir sur ses yeux. Maggie remplit son thé sans un mot. Nous 3 restâmes assises sur ce porche pendant 1 heure. Nous ne résolûmes rien. Nous ne réparâmes pas le passé. Mais nous y restâmes ensemble. C'était suffisant. C'est à cela que ressemblait la famille. Imparfaite, tardive, mais réelle. Cressfield changea lentement, comme le font les petites villes, non pas avec des annonces, mais avec des regards, des hochements de tête et le réajustement silencieux de qui bénéficie du doute. L'histoire que les gens racontaient changea. Ce n'était plus Théa Bennett, l'étrangère. C'était Constance Bennett, la femme qui avait menti pendant 30 ans. L'ancien message de Vivian sur Facebook refit surface. Quand quelqu'un se présente pour prendre ce qui ne lui appartient pas, souvenez-vous de qui était vraiment là. Les gens le lurent différemment maintenant. Des captures d'écran circulèrent avec de nouvelles légendes. Personne ne tagua Vivian directement. Il n'en avait pas besoin. Pasteur Tom demanda à me voir après un service du mercredi soir. Nous nous tînmes sur le parking de l'église sous un lampadaire. « L'église rendra les 47 000 $ si la famille le demande, dit-il. Je veux que vous le sachiez. » Je secouai la tête. « Gardez-le. Ma mère le voulait là. Au moins une chose qu'elle avait faite méritait d'être honorée. » Il me regarda avec le genre d'expression que les pasteurs réservent au moment qui mettent leur formation à l'épreuve. Vous avez géré cela avec plus de grâce que la plupart des gens n'auraient pu le faire, Théa. Pas de la grâce, juste l'habitude. Au travail. Paul me serra la main un matin. J'ai entendu. Je suis content que ça se soit arrangé. Vous avez toujours été la personne la plus stable de ce bureau. Il marqua une pause. Aussi, j'ai besoin que vous examiniez le dossier Brewer. La vie continuait. C'était la chose que personne ne vous dit à propos des bouleversements. Cela n'arrête pas l'horloge. Ce samedi-là, Maggie m'invita à un barbecue au domaine. La famille élargit Prescott, des cousins, des beaux-parents, quelques voisins. Je me tenais à une table de pique-nique dans l'arrière-cour, tenant une assiette en carton de porc effiloché, entourée de gens qui me regardaient
comme si j'avais toujours été là. Pour la première fois, je m'assis à une table où personne ne demanda pourquoi j'étais dans le cadre. Ruth Callaway envoya une lettre la semaine suivante, manuscrite, brève. Ta mère me l'a dit une fois. J'aurais dû parler. Je suis désolée. Je lui répondis. Ce n'est pas à vous de l'être. 3 semaines plus tard, Vivien appela. Je faillis ne pas répondre. Je vis son nom sur l'écran et la laissai sonner 4 fois. Puis quelque chose, la curiosité peut-être, me fit décrocher. Théa. Sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Prudente, répétée. J'ai réfléchi. Nous sommes toujours sœurs. Demi-sœurs techniquement, mais toujours de la même famille. De quoi as-tu besoin, Vivien? Une pause. Je l'entendis déglutir. La maison a une dette de 65 000 $. Je ne peux pas la couvrir. Greg et moi étions déjà à court d'argent. Je me demandais si tu pouvais peut-être aider avec... Non. Tu n'as même pas entendu ce que j'allais dire. Tu m'as dit que je n'étais pas de la famille. Tu l'as dit aux funérailles de maman devant 80 personnes. Tu as apporté un document dactylographié à mon appartement et m'as demandé d'effacer mon propre nom. Je gardais ma voix plate, stable, et maintenant tu appelles parce que tu as besoin d'argent. J'étais bouleversée. Je ne voulais pas dire. Tu pensais chaque mot et je t'ai cru. Je marqua une pause. Alors, je fais exactement ce que tu as demandé. Je n'agis pas comme un membre de la famille parce que, selon toi, je n'en suis pas un. Un silence sur la ligne assez long pour que je pense qu'elle avait raccroché. Puis très doucement, je suis désolée. Je sais que tu l'es. Tu es désolée parce que la maison a une hypothèque, pas parce que tu t'es tenue à une chaire et as fait comme si je n'existais pas, dis-je. Je mis fin à l'appel, posai le téléphone sur le comptoir, face cachée, sans trembler, sans me remettre en question, sans aucune vague de culpabilité, ni l'ancienne impulsion familière de vouloir arranger les choses, de faire la paix, de me rapetisser pour que tout le monde soit à l'aise. Cette impulsion avait vécu en moi pendant 31 ans. Elle n'y vivait plus. Tu as tracé la ligne, dis-je à la cuisine silencieuse. Je me tiens juste du côté où tu m'as mise. 6 mois plus tard, j'emménageais dans le cottage. Il était petit. 2 chambres, une cuisine avec un évier de ferme, un porche orienté à l'est qui captait la lumière du matin. Les murs étaient en plâtre blanc. Les planchers étaient en bois franc d'origine, éraflés et chaleureux. Il sentait le cèdre et les vieux livres. Maggie m'aida à transporter les cartons. Nous fîmes 3 voyages dans son camion. Mes vêtements, mes ustensiles de cuisine, une étagère que j'avais construite à partir d'un kit quand j'avais une vingtaine d'années. Papa aurait été là avec une boîte à outils, dit Maggie en posant une lampe, et des opinions sur l'emplacement de chaque chose. Ça me semble juste. Il faisait des pancakes tous les dimanches, brûlés à chaque fois, sourit-elle. Mais nous les mangions quand même. Je travaillais toujours chez Morrison & Hale. Le trajet était plus long maintenant. 35 minutes au lieu de 12, mais cela ne me dérangeait pas. Je gérais les revenus des terres agricoles en parallèle, examinais les contrats de location, suivais le compte d'investissement. Les chiffres étaient solides, stables, le genre de fondation que j'avais passé toute ma carrière à comprendre, mais que je n'avais jamais possédé. Maggie et moi prenions le petit déjeuner ensemble tous les dimanches. Elle apportait des œufs des poules de ses voisins. Je faisais un café assez fort pour y faire tenir une cuillère. Nous nous asseyions sur le porche et parlions de choses sans importance. La météo, les nouvelles du comté, un documentaire qu'elle avait regardé, un dossier client qui me posait problème. Kyle appelait toutes les quelques semaines. Il avait réparé le camion lui-même. Il avait trouvé un emploi stable dans un garage automobile à Dalton. Pas beaucoup d'argent, dit-il, mais c'est le mien. Je ne lui offris pas d'aide. Il n'en demanda pas. Vivien n'appelait plus. Je n'appelais pas non plus. Nous comprenions toutes les deux ce que ce silence signifiait. Le premier dimanche que je passais dans le cottage, je posais la photographie du juge Prescott sur l'étagère. À côté, ma photo de remise de diplôme universitaire.
2 moments dont personne dans la maison Bennett n'avait jamais été témoin. Maintenant, ils se tenaient côte à côte, là où ils devaient être. Un soir de fin octobre, je m'assis sur le porche avec un verre de thé et une feuille de papier vierge. Le soleil se couchait, long, lent, doré, comme il ne l'est qu'en Géorgie à l'automne. Les champs étaient silencieux. Un faucon tournait quelque part au-dessus de la lisière des arbres. Je pris mon stylo et écrivis « Maman, tu as écrit une seule phrase pour me briser. Tu as passé 30 ans à t'assurer que je n'avais rien ni personne. Tu m'as caché mon père. Tu l'as caché de moi. Tu as puni une enfant pour la décision d'un homme parce qu'il ne t'a pas choisi. Tu aimais Douglas Prescott. Il n'a pas quitté sa femme. Et tu ne lui as jamais pardonné. Alors, tu as transformé ta colère en un système. Tu as bâti une famille autour d'un vide à mon image et tu t'es assuré que tout le monde savait que j'étais la pièce qui ne s'ajustait pas. L'enveloppe était censée être ton dernier mot, ta punition finale. Tu voulais que je lise cette phrase et que je m'effondre devant Vivien, devant Kyle, devant tout le monde. Cela n'a pas marché. Tu m'as donné la seule chose que personne d'autre ne pouvait. La vérité sur mes origines. Et la vérité avait un nom et une fiducie et une fille nommée Maggie qui m'attendait. Je ne te pardonne pas. Je ne te hais pas non plus. Te haïr signifierait te porter. Et je t'ai porté assez longtemps. Je ne suis plus ton rappel. Je ne suis plus ton arme contre un homme mort. Je ne suis pas l'erreur que tu ne pouvais pas regarder. Je suis juste moi, et je suis suffisante. Je pliai la lettre, ne la scellai pas, ne l'envoyai pas. J'ouvris le tiroir à côté de mon lit et la plaçai à côté de l'enveloppe originale, de couleur crème, déchirée, mon nom à l'encre bleue. 2 lettres, une d'elles, une de moi. Elle avait eu le premier mot, j'avais eu le dernier. Quelques semaines plus tard, je croisais la fleuriste de la rue principale. Martha, une femme qui avait vendu des arrangements floraux à Constance chaque Pâques pendant 20 ans. « Votre mère était une habituée ici, » dit Martha, en enveloppant un bouquet de marguerites blanches pour moi. Je me suis toujours demandé pourquoi elle n'avait jamais mentionné 3 enfants. Elle le dit légèrement, avec désinvolture, la façon dont les gens des petites villes disent des choses dévastatrices en rendant la monnaie. Je payai et sortis. Je me rendis au cimetière commémoratif de Crestfield. La tombe de Robert Bennett se trouvait près de l'arrière, sous un magnolia. Une simple pierre tombale. Robert James Bennett, 1957 à 2016. Époux et père, bien-aimé. Je posai les marguerites sur l'herbe. Tu étais gentil, dis-je. Tu ne m'as jamais traité comme si je n'avais pas ma place. Tu n'as jamais élevé la voix. Tu me glissais de l'argent pour mon anniversaire et tu ébouriffais mes cheveux et tu faisais semblant que tout était normal. Je m'agenouillai et redressai les fleurs. Tu n'étais pas mon père biologique, mais tu étais décent. Et dans cette maison, la décence était rare. Je me levai, brossai l'herbe de mes genoux. Sur le chemin du retour vers la voiture, je passai devant la parcelle de Constance. Une stèle plus récente, en granit poli, un bouquet de fleurs en soie, que Vivien avait dû déposer. Constance Marie Bennett, 1962 à 2025. Mère dévouée et femme de foi. Je continuais mon chemin. Je ne m'arrêtais pas. Cet après-midi-là, à l'épicerie, 3 personnes me saluèrent par mon nom. Non pas parce que j'étais désormais une Prescott, ni à cause de l'argent de la fiducie, mais parce que j'avais traversé les 6 derniers mois sans éclat, sans cruauté, sans un seul mot public contre quiconque. La ville n'avait pas changé d'avis à mon sujet. Elle avait simplement entendu l'histoire complète pour la première fois. Robert m'avait donné de la gentillesse, me dis-je, en chargeant les sacs de courses dans ma voiture. Douglas m'avait donné une identité et des constantes. Elle m'avait donné de la force par accident. La nuit. Le cottage était silencieux. Une lampe brillait sur la table de chevet. Les fenêtres étaient ouvertes et une brise chaude entrait, portant le son des grillons et le bruissement lointain des feuilles de pacanier. J'étais assise sur le canapé, un livre sur les genoux. Je ne lisais pas. Je regardais l'étagère. L'enveloppe était là, de couleur crème, déchirée, l'encre bleue légèrement estompée sur les bords.
Pour Théa, l'écriture de ma mère. Son dernier acte de cruauté, exposé comme un trophée sur une étagère qu'elle n'aurait jamais imaginé que je posséderais. À côté, le portrait du juge Prescott. Sévère sur la photographie, mais Maggie disait qu'il riait, plus que quiconque qu'elle connaissait. Je la croyais. Je pouvais le voir dans ses yeux, mes yeux. À côté de cela, ma photo de remise de diplôme. Toque et robe. 22 ans. Personne de la famille Bennett dans le public. Et à côté de cela, une nouvelle photo. Maggie et moi au barbecue des Prescott. Assiette en carton, thé sucré, sourire assorti. Je tendis la main et touchai l'enveloppe. Juste le bord. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir à nouveau. Je l'avais mémorisé. Une phrase, 14 mots, conçue pour être une démolition. Ma mère pensait que cette enveloppe m'enterrerait. Elle pensait que je lirais cette phrase, m'effondrerais de honte et disparaîtrais à jamais de l'histoire des Bennett. Elle avait orchestré la lecture du testament comme une scène, le public, la préparation, la grande révélation. Et elle m'avait désignée comme celle qui perdait. Elle s'était trompée. Je suis Théa Bennett. J'ai 31 ans. Je suis la fille d'un juge que je n'ai jamais rencontré et d'une mère qui souhaitait que je n'existe pas. Je vis dans un cottage sur une terre qui m'était toujours destinée, aux côtés d'une sœur que j'ai trouvée 30 ans trop tard. Pour la première fois de ma vie, je savais exactement qui j'étais. L'enveloppe était censée être mon néant. Elle était devenue mon tout. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.